L'histoire commence par un jeune garçon nommé Ryo, se retrouver dans un endroit blanc étrange. Il se demande si c'est la vie après la mort. Mais alors un homme blond-blanc sort du brouillard épais et lui dit que ce n'est pas la vie après la mort, mais il est malheureusement décédé dans un accident. Ryo se souvient d'avoir été yité accent aigu par Truck-Con, et demande au gars s'il est Dieu, mais la blonde dit qu'il est un peu comme un ange. Alors Ryo décide de le nommer Faux Michael. Après ça, Michael dit à Ryo qu'il sera maintenant réincarné dans un autre monde, appelé le Feu, mais étonnamment, il n'a été attribué aucune mission, alors il peut choisir de vivre comme il veut. Entendre ce Ryo dit que dans cette affaire, il aimerait vivre la vie lente. Michael accorde ce souhait, et lui dit que le monde Ryo se dirige vers, est appelé Taille, un endroit plein de magie, où seulement, environ 20% des humains peuvent réellement lancer des sorts. Il ajoute, cet élément le plus compatible de Ryo sera l'eau, et depuis qu'il a demandé un style de vie froid, son nouveau départ sera dans la forêt de Rondo, complet avec une maison prête, avec une barrière magique, pour empêcher les monstres de sortir, et un approvisionnement alimentaire assez suffisamment stocké pour le durer 2 mois. Après cela, Ryo ouvre ses yeux dans sa nouvelle maison et se promène pour le vérifier. Il trouve une pièce de glace magique avec beaucoup de viande, un bain, un couteau et quelques livres sur des monstres, et remarque qu'il peut les lire, même si il n'a jamais appris la langue de ce monde. Après ça, il sort pour essayer sa magie, et l'essaie, en lançant un sort de balle d'eau, et se rend bientôt réaliser qu'il n'a pas vraiment besoin de dire des incantations. S'il peut imaginer le sort clairement dans son esprit, après ça il va prendre un bain, mais réalise qu'il ne peut produire que de l'eau à température ambiante. Alors naturellement, il essaie de déclencher un feu en utilisant la technique classique des cavernes. Cependant, cela s'avère être un échec complet, merci à ses minuscules bras de nouilles. Se sentir vaincu, il décide d'utiliser la lumière du soleil pour déclencher un feu, et essaye de créer de la glace, en imaginant des molécules d'eau se réunissant. Creusé dans les souvenirs maudits de ce livre de chimie, il n'a probablement jamais ouvert sur Terre. Il canalise tout, il se souvient de la liaison hydrogène, et étonnamment ça marche. Après cela, il crée un objectif de glace, et l'utilise pour déclencher un feu pour son bain, et merveille. S'il peut en quelque sorte utiliser ses connaissances scientifiques pour créer de l'eau chaude directement, aussi le lendemain matin, tout en prenant le petit déjeuner, il pense qu'il devra polir ses compétences, parce qu'une fois qu'il manque de nourriture, il devra sortir et chasser les monstres. Après cela, il sort et commence à pratiquer une magie offensive, en lançant une balle d'eau sur un arbre, mais ça fait à peine de dégâts. Il essaye ensuite de lancer un sort de Jetstream, mais finit par être tout aussi décevant, comme son visage l'est. Il se souvient des conseils de Michael, que le fondement de la magie est l'imagination, et continue de pratiquer ses sorts pendant des semaines. Une fois que vous êtes bon avec eux, il essaye de créer des lances de glaçons, mais ne parvient pas à les lancer à sa cible. Les jours continuent de passer et Ryo prouve assez pour pouvoir créer des cristaux de lance ICTICLE. Instantanément, bien qu'il tombe toujours inutilement, au lieu de voler comme il devrait. Décidé qu'il est temps de changer de décor, il fabrique une lance de fortune avec son couteau, et se dirige vers les bois pour collecter du quartz. Alors il peut cuisiner sa nourriture la nuit. Aussi, à l'intérieur de la forêt, il trébuche sur de belles vues, eau qui coule clair, même des taches de quartz près de la rive, et se sent heureux, qu'il dit qu'il va rassembler des herbes médicinales, et rentrer chez moi, mais soudain, un sanglier moindre saute des buissons, et le charge par derrière. Tout comme la bête est sur le point de l'aplatir, il se souvient comment il est mort une fois, et décide, il n'y a aucun moyen qu'il laisse cela se reproduire. Il saute juste à temps. Le sanglier charge une fois de plus, mais cette fois, Ryo forme rapidement une liaison de glace sur le sol, rendre toute la zone lisse. Alors que le sanglier se glisse, il s'écrase directement dans un piège de 16 lances de glaçons. Ryo installé sur place, les pointes glacées le déchirent. Et juste comme ça, notre héros marque sa première victoire. Après son retour, il vérifie le Monster Compendium et découvre que le soi-disant terrifiant, le sanglier était en fait le plus faible de tous les monstres. Tout en feuilletant le livre, il remarque, les 2 dernières pages sont marquées comme une édition spéciale. Alors il saute le reste et leur saute directement. Une page répertorie les dragons, capables d'essuyer des villes entières. Il y a même une note l'avertissant de commencer à courir s'il en voit un bien que. Il mentionne également que l'échappement pourrait même ne pas être possible. La 2e page présente des créatures appelées Akuma, que le recueil indique clairement, ne sont pas des anges tombés. Cela lui dit simplement de prier pour ne jamais en rencontrer un. Le lendemain matin, Ryo part lors de son 2e voyage dans la jungle. Laissant enfin derrière les vêtements usés, il a apporté de la terre. Cette fois, il tombe sur de délicieux fruits. Et juste au moment où il commence à profiter du moment, un monstre d'oiseau se présente, agir comme s'il possède l'arbre fruitier. Ryo le rappelle instantanément comme un hawk assassin, un monstre qui peut utiliser une barre d'air, une forme dangereuse de magie d'air offensive invisible, bien que sa véritable menace réside dans son bec tranchant de rasoir. Pendant l'exécution de Ryo se rend compte, il pourrait ne pas être assez rapide pour échapper au monstre. Alors il essaye le feu et l'eau, mais échoue misérablement, juste au moment où le faucon plongea vers lui. Ryo jette instinctivement un bouclier de glace, qui non seulement bloque l'attaque, mais frappe l'oiseau avec un comptoir brutal. Il essaye rapidement de faire un suivi avec sa lance, mais le hawk parvient à s'échapper avec un œil blessé.
Rio tombe au sol en pensant à la façon dont son paisible vie lente a pris une tournure beaucoup plus intense que ce à quoi il s'attendait. Pour aggraver les choses, tout ce que la course l'a laissé complètement perdu, mais ça finit par l'amener à un superbe lac. Là, il repère un homme sans tête, taper calmement son cheval sans tête. Après avoir adopté la vue bizarre mais étrangement majestueuse, Rio finit par revenir à la maison. Au fil des jours, il maîtrise enfin sa lance glaçon tant attendue, assez fort pour éliminer un ennemi en un seul coup. Il se met également à pêcher, et buffe sa magie de barrière de glace défensive. Sur l'une de ses aventures, il se dirige vers l'océan et essaye de nager, seulement pour s'échapper à peine à une poulpe curieuse. Sa formation est payante avec la découverte de nouveaux sorts, comme un jet abrasif, une technique suffisamment tranchante pour trancher à travers la roche solide, une nuit. Après avoir eu l'impression qu'il est finalement devenu décent, l'emprise sur sa magie, Rio attrape une lame de glace, et se dirige pour défier le Dolan sans tête. Il interroge si cette figure mystérieuse est même un monstre, ou tout simplement trop avancé pour être répertorié dans le recueil du débutant. Sans beaucoup plus de pensée, les deux s'engagent dans une bataille intense, et comme prévu notre gars finit par perdre. Toujours, il en fait une routine pour se présenter nuit après nuit, et au fil du temps, Delin commence à agir plus comme un entraîneur. Le mentor silencieux même enseigne à Rio à forger correctement une épée de glace, et finalement lui donne une lame, à lui. Rio l'accepte sans hésitation, le traiter comme une récompense précieuse. Le lendemain, pendant que notre Mowgli se prélasse dans la forêt, un oiseau noir massif s'attaque soudainement. Il ne faut pas longtemps à Rio pour le reconnaître, comme le même assassin faucon. Maintenant évolué, et de retour clairement pour se venger. Sans aucune autre option, il se prépare pour un match revanche. Il lance 10 couches de murs de glace, mais la créature implacable les écrase. Sans pause, il tire sa lance de fils de confiance. Seulement pour réaliser que le faucon a en quelque sorte ramassé une magie, capacité de négation directement du trèfle noir. Pour aggraver les choses, l'oiseau déchaîne un choc de tonnerre. Forçait Rio à enfin dessiner l'épée, doué par le Delahan. Les tranches de lame nettoient même à travers des attaques magiques, comme des barres d'air. Et avec un dernier mouvement, Rio le conduit directement dans le corps du faucon. Il donne à la bête évoluée la confrontation qu'il mérite, et recule en sortant sa lame. Et le remercier pour la bataille, cela l'a aidé à devenir plus fort. Comme si la journée n'était pas déjà assez mauvaise, les choses prennent un autre virage sauvage. Quand un dragon rouge massif s'arrête pour une conversation, le dragon s'allume sur la réalisation de sa télépathie fonctionne réellement et demande si Rio a vu un grand. Blackbird passe par Rio, laisse nerveusement une excuse. Et admet qu'il l'a peut-être abattu, en supposant que c'était l'un des serviteurs du dragon. À sa grande surprise, le dragon a l'air impressionné à la place, et même prend note de l'épée à la taille de Rio. Le reconnaître comme la lame du roi de fées. Saisir le moment, Rio décide de demander au dragon des questions en retard sur ce monde. Ils finissent par parler toute la journée, liaison sur des choses aléatoires, jusqu'à ce que le soleil commence à plonger derrière les arbres, et le dragon se souvient soudainement que sa femme ne va pas lui pardonner s'il reste plus longtemps. Juste avant de décoller, le dragon se présente enfin comme Luan. Regardez tout ça à distance, Monsieur Faux. Michael semble très intrigué par le petit enfant, se lie avec désinvolture avec les anciens dragons, se rend compte que Rio a réveillé un trait secret, quelque chose que personne d'autre n'a possédé depuis une fille, il y a plus de 10 000 ans. Et son trait est appelé la jeunesse éternelle. Le lendemain, Rio commence à avoir envie de fruits de mer, et se dirige vers la mer. Là, il tombe sur un navire naufragé. On dirait qu'il a été pris dans une tempête. Parmi les débris dispersés, il trouve un cadavre, ce qui lui fait ressentir un pincement de chagrin, mais juste à ce moment-là, il entend quelqu'un gémissant de douleur, et découvre une autre personne qui s'accroche à peine à la vie. Rio amène l'homme dont le nom se révèle pouvoir. Retour chez lui quand il se réveille. Il trouve ses biens, bien placés sur la table à côté de lui. Il sort à l'extérieur en regardant autour de lui, et se demandant à haute voix où il a fini par sortir. Rio suit bientôt visiblement soulagé par l'homme survécu, et montré de véritables soins cependant. Abel devient légèrement gardé, quand il réalise, il ne pouvait pas du tout sentir la présence de Rio. Il trouve également les vêtements que porte que le gamin. Un peu étrange, mais note toujours ses bonnes manières, et choisit de commencer par un bon merci, plutôt que de soulever des plaintes. Rio semble gai mais finit par s'excuser. Dire que c'est dommage, Abel était le seul à ne pas avoir fini comme un cadavre. Abel cependant, cela ne semble pas trop déranger, et explique que les autres étaient des contrebandiers de toute façon. Quand il entend l'estomac d'Abel grogner, Rio propose de parler d'un repas et l'emmène à l'intérieur. Alors que manger Abel apprend que Rio n'a pas de vêtements, parce qu'il ne pouvait pas faire de fil. Quand il demande pourquoi Rio ne pouvait pas simplement en avoir une ville, Rio explique qu'il n'y a pas de ville, ou même une seule personne vivant à proximité. Impressionné par le repas, Capable demande si Rio a fait tout seul. Rio crée alors de l'eau dans un pot, et révèle qu'il est un mage d'eau. Entendre ces remarques Capable que près de la moitié des habitants de la province centrale peut utiliser la magie, même s'il ne peut pas lui-même. Cela laisse Rio perplexe, car il contredit ce que Monsieur Fake, Michael lui avait dit plus tôt. Environ 20% des personnes peuvent utiliser la magie. Abel demande alors si Rio peut lui montrer le chemin de la côte, et Rio est joyeusement d'accord.
Alors qu'il traverse la jungle, Abel demande si Rio utilise un personnel. Quand Rio admet qu'il n'en a pas, l'humeur d'Abel plonge un peu, supposant, c'est probablement à cause de la vie difficile qu'il vit. Réaliser que Rio serait presque inutile dans un combat, sans son personnel, Abel propose de prendre les devants si des monstres se présentent. Rio essaie de le brosser, mais quand Abel insiste, il ne peut pas toujours être celui qui est sauvé. Notre gars cède et lui laisse prendre le devant. Quand ils atteignent enfin la côte, ils découvrent que les cadavres des contrebandiers sont introuvables. Rio suggère qu'ils ont été pris par des monstres, ou simplement emportés par la marée. Abel, tranquillement, souligne qu'il aurait fini de la même manière, si Rio n'était pas intervenu, et lui dit de laisser tomber les formalités, et arrête de l'appeler monsieur. Rio soutient qu'Abel est plus âgé que lui. Mais toujours d'accord, et juste comme ça, les deux commencent à se sentir plus comme des amis. Abel descend du naufrage, et dit à notre garçon que malheureusement, il ne pouvait pas trouver ce qu'il avait cherché. Rio demande ce qu'il prévoit de faire maintenant. Larousse dit que idéalement, il veut retrouver ses alliés. Et pour cela, il doit se diriger vers une ville appelée Loon. Mais il craint qu'il ait peut-être dérivé loin au sud. Rio admet qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Loon, mais il est assez sûr que le voyage, le nord, ne sera pas facile. Abel jette ensuite une demande assez égoïste. Demander à notre mec s'il peut juste le traiter comme un travail et taguer dans le voyage. Il est bien conscient qu'un mage sans personnel ne serait qu'un poids mort. Mais les chiffres Rio pourraient au moins être utiles comme guide. Après une brève pause, Rio répond qu'il est d'accord pour être le guide, et dit qu'ils vont sortir demain, puisqu'il a besoin de temps pour se préparer, avant de partir plus tard dans la nuit. Rio commence à se préparer à se diriger vers la jungle, et quand Abel se demande pourquoi il va si tard, notre gars dit simplement celui qu'il veut dire au revoir, ne se présente qu'à 7 heures. Le pauvre Abel commence à se demander qui pourrait même être, penser peut-être à Rio pour dire adieu à certains fantômes, puisqu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un soit dans un terrain à magie, jungle comme ça, ou peut-être qu'il se dirige vers le paiement. Respect à un camarade tombé, bien qu'à la fin il décide, c'est probablement plus sûr de ne pas remettre en question, quel que soit le rituel bizarre Rio. Rio atteint l'endroit et appelle le roi de la fée. Il lui dit qu'il va être loin de la forêt de Rondo pendant un moment et remercie-le pour tout ce qu'il a fait. Il demande même une bagarre et donne tout son comme cadeau de séparation. Le roi de fée sort un costume de fantaisie hors de l'eau et le lui tend. Rio l'accepte avec fierté. Le lendemain, il porte le costume, se prépare et part en voyage avec Abel. Sur le chemin, il rencontre un sanglier moindre, qu'Abel élimine facilement. Utilisation d'une compétence de combat appelée impalisation totale. Rio est impressionné, et demande quelles sont ses compétences de combat. Abel pense qu'un mage ne saurait pas de telles choses, et explique que ce sont des techniques, utilisées par des gens qui se battent avec des armes, comme des épées toute la journée passent à pied. Et la nuit, ils se reposent à la base d'un tronc d'arbre. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage. Après avoir entendu quelque chose à proximité, ils rencontrent des folks de lézards. Abel a l'air un peu inquiet, dire qu'il pourrait être un adversaire difficile dans le match, alors ils prennent un détour à travers les bois. Pendant que la marche Rio raconte, Abel que le peuple lézard semble les suivre, et les deux se préparent pour un combat. Abel s'inquiète encore, sur la façon dont Rio va gérer sans son personnel. Mais à ce moment-là, notre gars utilise sa lance de glaçon As, et élimine 4 des lézards en un seul coup. Rio dit à Abel de se préparer, puisque plus d'ennemis sont en route, et avant longtemps, les deux essaient le peuple lézard restant. Une fois la bataille terminée, Emo regarde Rio et a posé des questions sur le sort qu'il vient d'utiliser, confus quant à la façon dont quelqu'un pourrait lancer 4 lances de glaçons avec une seule incantation. Rio hausse simplement les épaules, et puis ajoute que de telles choses sont assez normales. Quand il s'agit de magie de l'eau, il forme ensuite une tasse de glace, et offre à Abel de l'eau avant de continuer. Cependant, voyant que Rio utilise une incantation différente, cette fois pour invoquer l'eau, rend capter un sourcil. Mais notre mec repousse avec une excuse à moitié cuite. Réclamer ses activités doit imaginer des choses. Alors qu'il continue de marcher, Abel sort une pièce de bronze et la montre à Rio. Nous sommes étonnamment excités en voyant un qui mène Abel pour lui parler des 3 provinces centrales. Rio se redresse après avoir entendu le nom, Royaume de Knightley, mais tire immédiatement un visage à la mention du DWE. Empire se plaindre qu'il ne voulait jamais être appelé citoyen d'un endroit, avec un nom si ridicule. Tout comme le paysage commence à s'ouvrir. Le duo trébuche sur un nid de golem rock. La plus grande préoccupation de Rio cependant, c'est pourquoi le golem n'a pas l'air humanoïde, comme s'il imaginait toujours qu'Abel décide de charger, et utilise sa compétence totale d'impalation pour percer un trou directement à travers le golem, mais la chose se régénère instantanément, et repousse fort. Rio dit alors qu'il veut essayer un nouveau sort, et sans beaucoup de fanfare, il transforme son mur de glace en un cube massif, qui s'écrase entièrement en frappant le golem entièrement. Abel regarde dans la confusion parce que d'après ce qu'il sait, des batailles comme celle-ci ne sont pas censées être aussi faciles. Pourtant, Rio continue de le faire paraître sans effort. Une fois le combat terminé, il trouve une pierre magique jaune massive, et à en juger par son apparence. Supposition capable, le monstre doit avoir tout essuyé dans la région. Rio dit qu'il aurait aimé récupérer les pierres, des autres golems aussi, mais malheureusement,
Il les a tous écrasés sous ses glaçons. Un peu plus tard, le duo tombe sur un hippopotame géant comme une créature, et la rousse l'appelle un géant. Rio se demande s'il devrait le retirer, mais Abel tire immédiatement l'idée. À ce moment, un tas de wyverns se présente et au lieu de paniquer, Rio s'allume, comme s'il venait de marquer des sièges au premier rang pour une bagarre monstre. Les deux parient même sur qui va gagner, Idornli et le géant sort en tête, avec un rugissement assourdissant que Rio explique comme une négation magique. Plus tard dans la nuit, pendant que les deux campent, Rio taquine Abel de vouloir voir le tour 2 entre lui et le géant. Abel le ferme tout de suite, appelé toute l'idée ridicule. Abel fait à nouveau la négation magique. Adage, il n'a jamais entendu parler de piège avec ce genre d'effet. Donjon à l'intérieur. Le mot donjon attrape instantanément l'intérêt de Rio, et il commence à accuser Abel de se cacher tous les détails amusants. Demandant s'il y a plus, on ne lui a pas dit. Abel demande alors si Rio sait quelque chose sur les elfes et les nains, et la façon dont il est décrit correspond parfaitement à ce que Rio sait déjà. Le lendemain matin, alors qu'ils repartirent, Rio mentionne qu'une fois qu'ils ont traversé les montagnes, ils atteindront le territoire humain. Cela fait une pause Abel pendant une seconde, et demandait comment Rio sait tout ça. La vérité est que le dragon rouge lui a dit, mais au lieu d'expliquer que, Rio le fait signe et appelle la source de ses connaissances, quelque chose au-delà de la compréhension humaine, et d'une manière ou d'une autre capable l'accepte, sans pousser plus loin. Alors que les deux marchent paisiblement, un griffin géant apparaît soudainement, les faire si mal effrayés, c'est comme s'ils mouillaient leurs pantalons. Rio active en quelque sorte chaque cellule cérébrale à la fois, et jette un morceau de viande dans le ciel, dire capable de faire de même. Le griffin accepte l'offre, et s'envole. Faire sentir que la bête était juste un agent de péage, vérification pour le paiement, les deux ont laissé échapper un énorme soupir de soulagement. Savoir qu'ils n'auraient pas vécu pour raconter l'histoire, si le collecteur de péage les a trouvés, leur édible, soutient que quelque chose est définitivement mal avec cet endroit, depuis qu'aucun humain n'a rapporté avoir vu Griffins, ou Gémote pendant des siècles. Rio hausse juste les épaules, dire que ces humains n'essayaient probablement pas assez fort. Alors qu'ils avancent, ils tombent sur un groupe de wyverns, appréciant leur repas. Abel souligne qu'il faudrait au moins 20 aventuriers chevronnés pour gérer cela, et même alors, il y aurait des victimes majeures, mais Rio soutient que, puisque c'est clairement leur territoire, il devrait finalement les traiter. Que ce soit maintenant ou plus tard, il parvient à convaincre Abel de se battre, et après avoir épinglé les créatures avec ses glaçons, il dit à Abel de les terminer, ce qu'il fait quand plus de tisserands se présentent. Rio les essuie comme si ce n'était rien. Abel se tient juste là, en essayant d'enrouler sa tête. Comment ils ont réussi ça? Et a même réussi à collecter un énorme pierre magique verte, mais, avant de pouvoir célébrer, une autre vague de wyverns apparaît à la recherche de vengeance. En ce temps, Abel, dont l'empressement commence le combat, se transformant clairement en drogué de combat, merci à l'influence de Rio. En tant que duo, fait enfin de la chaîne de montagnes monstrueuses. Abel se demande à haute voix où ils se sont retrouvés. Soulignant qu'ils sont arrivés assez loin au nord, Rio donne une réponse fatiguée mais honnête. Adage, n'importe où en dehors de l'Empire d'Ebea est assez bon pour lui. Abel le rassure alors en expliquant que l'Empire réside encore plus au nord que là où il se dirige maintenant. À ce moment-là, Rio repère une route qui coupe d'est en ouest. Alors qu'il marche vers lui, Abel jette un coup d'œil aux montagnes imminentes. Avec un soupçon de malaise, il hoche ensuite la tête vers le chemin en tête de l'ouest, disant avec confiance que cela devrait les prendre. À la ville de Kalati, les deux commencent à rêver à haute voix, de trouver un vrai lit pour se reposer. Et Rio recommande avec enthousiasme la nourriture locale. Affirmer que cela vaut le voyage seul. Cette nuit-là, les deux se présentent à la guilde, où Abel dit à notre garçon, il devrait aller de l'avant, et s'inscrire. Puisque la carte de guilde peut certainement être utile, et même renoncer à ses frais d'entrée, il rappelle à Rio comment il a généreusement payé une pièce d'argent en son nom, et a agi comme son garant. Réel, demande avec espièglerie si cela faisait partie d'un schéma ombragé, où Abel essaierait de le mettre en place comme son serviteur. Abel trouve une astuce si bon marché en dessous de ses normes. Après la fin de leur petite séance de moquerie, Abel l'informe des autres avantages de l'inscription, comme pouvoir vendre de la magie, pierres et matériaux monstres, à de meilleurs taux. La seule autre façon serait de faire le tour, à la recherche d'un alchimiste, pour en vendre. À ce moment-là, la serveuse apporte un plat de riz au curry. Rio se souvient des nombreuses histoires de glace qu'il avait lues, où le héros a dû se casser le dos juste pour manger du curry. Mais ici, il le mange sans même essayer. Le moment où il prend une cuillerée de curry dans sa bouche, notre garçon se déchaîne et demande même quelques secondes. Le lendemain, tout en partant pour le huard, Rio recommence son acte de victime, accusant Abel d'avoir caché un autre secret de lui. Il agit comme un prince, exigé de savoir s'il y a plus. Rio veut connaître les bonbons maintenant, et Abel joue juste. Peu de temps après l'arrivée du duo à la ville de Loon, où un garde nommé Nemer est super excité de voir son camarade perdu, Abel donne à Rio le crédit pour avoir rendu vivant, et Nemer personnellement remercie notre garçon. Abel paie également les frais d'inscription pour Rio, et les deux têtes directement à la guilde. Abel lui dit qu'il peut même classer son inscription, parce qu'il est avec lui.
Quand notre garçon demande ce que cela signifie, Abel explique que généralement quelqu'un commence au rang F, mais s'ils ont le soutien de quelqu'un au-dessus du rang B, ils peuvent sauter au rang D. Rio dit au gars qu'il est fier de lui, puisqu'il doit être au-dessus du rang B. Abel explique alors comment avoir un rang élevé vient avec ses avantages, comme obtenir des emplois mieux rémunérés, alors qu'il souligne également que, avec la quantité de gemmes Rio collectées, l'argent ne sera pas un problème pour lui de sitôt. En fait, il s'inquiète même que, s'ils essayaient de les vendre tous à la fois, cela pourrait écraser le prix du marché. Abel reste optimiste. Dire le maître de guilde devrait être assez intelligent pour réaliser que, seul dès que les deux entrent dans la guilde. La réceptionniste crie pratiquement le nom d'Abel, et tout l'endroit s'allume avec excitation, à la vue de lui vivant. Tout le monde se précipite vers lui, comme s'il était une sorte de célébrité. Regardez la rousse entourée de visages familiers. Rio sourit tranquillement et sort, pensant qu'il pourrait juste gêner. En dehors du seul elfe de la ville, passe, vêtu d'une tenue verdâtre, et remarque immédiatement le port de robe Rio. Quand il demande si quelque chose ne va pas, elle dit simplement, elle admirait juste la robe remarquable. L'appeler une personne intéressante, avant de s'excuser poliment, disant qu'il y a ailleurs qu'elle doit être, et en espérant qu'ils se retrouveront, alors qu'elle disparaît dans la rue, les balançoires de la porte de guilde s'ouvrent, et Abel sort à la recherche de Rio. Il le ramène rapidement à l'intérieur, et le présente à tout le monde. L'appeler son sauveur, et annoncer qu'il s'inscrira. En tant qu'aventurier, la foule l'accueille chaleureusement, remerciant le garçon pour avoir sauvé son ami, et pour prendre soin de lui. Abel emmène alors notre gars directement à la réceptionniste, lui demandant de l'enregistrer au rang D, sous son approbation. Cela la surprend clairement au dépourvu, puisque personne du Crimson, l'épée a déjà approuvé personne auparavant. Donc ce petit mouvement seul en dit long sur la valeur de Rio. Tandis que la réceptionniste semble recevoir le message, elle évoque toujours la procédure habituelle, dire qu'ils devront le tester en premier, pour vérifier ses capacités. Abel a ensuite demandé à parler avec le maître de la guilde, pour en parler, et quelques autres choses. Alors la réceptionniste le dispose, et leur dit d'attendre dans la salle de réunion. Les nouvelles du moment obtient qu'Abel est vivant, le maître de la guilde vient boucle, pensant probablement un fantôme, où la version éliminée d'Abel se promène. Essayer de provoquer un drame, mais la seconde où il pose les yeux sur la vraie affaire, l'homme tombe à genoux. Abel se précipite pour l'aider, tout en s'excusant d'avoir fait les pauvres. Vieil homme s'inquiète comme que le maître de guilde ne l'a pas. Cependant, partir comment il a traversé l'enfer absolu? Depuis qu'il a découvert qu'Abel avait disparu. Finalement, ses yeux dérivent vers notre mec, et il veut savoir, qui est ce magicien? Abel fait à nouveau les honneurs, présentation de son sauveur une fois de plus, et le maître de la guilde se présente joyeusement comme Uma, vers bien que maintenant, il ressemble plus à un fatigué McDonald's Shift Manager qui a eu une longue journée. Quand il remercie notre garçon Rio, dit juste, il était au bon endroit au bon moment. Abel saute ensuite en mode commercial, et commence à discuter de l'approbation du rang de Rio avec Hugh. Quand le vieil homme demande s'il a une preuve, Abel admet que c'est une bonne question, mais le rend aussi clair que Rio est bien plus fort que lui. À ce moment-là, Abel laisse tomber toutes les pierres de monstres sur la table, en disant au maître de guilde, ils les ont ramassées aux créatures qu'ils ont vaincues. En cours de route, Monsieur McGlass prend une seconde pour traiter ce qu'il regarde, avant de réaliser que ce sont des pierres de Wyvern, et à en juger par le montant. Ils auraient eu besoin d'une armée à part entière pour éliminer autant. La rousse dit, il a quelque chose encore plus effrayant à révéler, expliquant qu'ils ont chassé ces Wyverns au sud des montagnes maléfiques. C'est à ce moment que Abel le laisse finalement glisser, que la chaîne de montagnes qu'ils avaient traversée n'était autre que la gamme maléfique. Et quand Rio souligne que cela ressemble au genre de nom, fait spécifiquement pour dire aux gens de ne pas y aller, le maître de la guilde le confirme, adage, personne ne s'est jamais rendu vivant de cet endroit. La plupart des gens ne s'approcheraient même pas de la région, à moins qu'ils ne devaient absolument à... Abel alors soutient que cela devrait être plus que suffisant pour augmenter le rang de Rio, et le maître de la guilde lève les mains et se rendait. Réaliser qu'il est inutile de tester quelqu'un qui a déjà prouvé, ils sont complètement au-delà de ce que la guilde peut mesurer. À ce moment-là, les coéquipiers d'Abel se présentent, ils se précipitent vers la porte s'excusant de leur faire s'inquiéter. Tandis qu'Abel obtient toute la pièce pour lui, pour une réunion bien nécessaire avec Lynn, Ria et Warren, le guildmaster, demandent à la réceptionniste, Nina, pour apporter le matériel d'enregistrement nécessaire, au bureau alors que Rio quitte la pièce. Abel l'appelle, et lui demande d'attendre à la réception puisqu'il y a un endroit où il veut, pour le prendre après. Le maître de guilde mène ensuite notre garçon dans son bureau. Quand Rio évoque avec hésitation le sujet d'un rang, le vieil homme l'assure que, même si Abel est un prodige, il sait très bien que même Abel pourrait abattre tout un essaim de Wyverns par lui-même. Quand il tape Rio sur l'épaule, il se rend compte que l'enfant a un enfer d'un physique pour quelqu'un qui est censé être un mage. À ce moment-là, l'homme revient avec les formulaires d'inscription et commence. Elle se présente officiellement comme un greffier du LU, Adventurers Guild, et commence l'interview. Elle a posé quelques questions de base, et lui fait savoir qu'après l'inscription,
il sera éligible pour rester dans les logements de la guilde pendant jusqu'à 300 jours, quand elle découvre qu'il n'est jamais allé dans un donjon avant qu'elle ne recommande le mensuel de la guilde, cours de donjon d'introduction, et l'encourage à le rejoindre. Ryo montre une quantité surprenante d'intérêt, et après avoir terminé l'entretien, elle lui a demandé de placer sa main sur le cristal, pour terminer le processus étonnamment, il n'explose, ni ne se brise, comme dans ces scènes d'anime, avec des personnages de glace maîtrisés. L'inscription se passe bien, et notre garçon reçoit enfin sa carte de guilde officielle. Après les 2 congés, le maître de la guilde laisse échapper une profonde inspiration, enfin capable de se détendre un peu maintenant qu'Abel est de retour. Avec sa charge de travail qui s'est empilée depuis le gamin a disparu, le vieil homme se sent vraiment soulagé. Et reconnaissant à Ryo de l'avoir ramené, décidant tranquillement qu'il doit au garçon. Pendant ce temps, après s'être inscrit, Raël retrouve Abel qui le traîne, pour récupérer sa récompense pour la mission d'escorte. En cours de route, Abel propose de lui acheter des vêtements appropriés. Et peut-être même un personnel Ryo. Je ne sais toujours pas pourquoi il aurait besoin d'un personnel, demande à ce sujet, et Abel répond nonchalamment qu'il a pensé tous les magiciens utilisent un Ryo hausse les épaules. Et explique qu'il va parfaitement bien utiliser de la magie, sans même laisser tomber la bombe, qu'il utilise son épée lors de la lutte de près. Cela attrape Abel au dépourvu, depuis qu'il n'a jamais vu Ryo porter une épée. Ryo sort alors sa lame, qui ressemble plus à un grand couteau à Abel. Ryo commence à demander à Abel sur certaines des bases de ce monde, et ce qu'il apprend le laisse lever les sourcils. Les jours de la semaine, les heures d'une journée, et même comment il mesure les choses en centimètres, c'est exactement la même chose que sur Terre. Curie étant déjà une chose ici, cela semble juste trop spécifique pour être aléatoire. Assembler tout cela, conclut Ryo, que quelqu'un d'autre a dû être un gâteau de glace à ce monde, bien avant lui une fois qu'ils auront fini avec le shopping. Abel l'amène à la fête, être détenu pour célébrer son retour. Le lendemain matin, alors que Nana montre Abel où il restera, elle se plaint que l'endroit se sent lent. Apparemment, un gars nommé Rod ne voulait pas que Ryo quitte la fête, puisqu'il considérait Abel comme un frère et se sentait fortement redevable à Ryo, peu de temps après que Ryo soit guidé vers la chambre N-15, où il allongera avec 2 autres garçons. Autour de son âge, l'énergie est nulle. Pendant que la blonde silencieuse est nommée Ito, alors que Nina partage, Neil ne peut pas arrêter de parler de questions de cœur, et semble avoir un coup de cœur sérieux pour elle. Edo lui dit catégoriquement qu'il n'a aucune chance, pas avec toutes les compétitions. Mais Neil reste confiant en revendiquant, c'est le rêve de tout le gars de le faire grand, et gagner une belle femme. Edo ignore juste le rêve du gars, et se tourne vers Ryo, lui demandant de garder les choses informelles entre eux. À ce moment, Nana revient et présente un nouveau colocataire nommé Amon, qui a l'air un peu plus jeune que le reste. Avant de repartir, elle dit à Ryo d'être prêt le lendemain, avec Amon, puisque les 2 sont prévus pour ce donjon. Séance de formation. Pendant ce temps, Abel a du mal à convaincre l'équipe sur les capacités de Ryo. Lynn soutient que le mur de glace est clairement un sort d'eau. Mais c'est si mince que même un base, la barre oblique de l'air devrait être suffisante pour la briser. Elle dit le rendre plus épais, et le laisser tomber sur les golems. Cela ressemble plus à quelque chose, tout droit sorti d'un conte de fées. Alors que Lynn continue de faire un bruit, Ria essaye de la calmer, lui rappelant qu'Abel décrit ce qu'il a vu. Alors Lynn finit par reculer. Elle refuse toujours de croire que la démolition des tisserands, avec des lances de glace est possible, d'autant plus que ces créatures sont protégées par des barrières à l'éolien à ce moment. Ria mentionne que le seul mage jamais connu pour retirer des exploits, comme ceux qui ont décrit Abel, était le légendaire magicien de l'Inferno. Elle admet que Ryo semble être une découverte rare, mais partage aussi sa préoccupation. Que, si quelqu'un comme lui a jamais pris du côté de l'Empire DWE, ils auraient terminé Abel cependant. Et confiant que Ryo ne ferait jamais ça. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il dit simplement que le gars déteste le nom même de DBW, ce qui semble joli à son équipe. Ryo et le nouveau gamin Amon assistaient ensemble à leur premier cours d'ingénierie, et après 5 jours de conférence, le professeur concourt enfin la partie théorique. Avec cela, il est temps pour l'expérience pratique. Alors il annonce qu'ils visiteront la première couche d'un vrai donjon. Amon commence immédiatement à paniquer, mais Ryo lui dit de se détendre, avertir que, stressant ce taux le portera juste, avant que midi ne frappe même. Avant de partir, le professeur ouvre la parole à des questions, et Ryo lève la main et demande si c'est possible, pour téléporter instantanément à une couche de donjon. Une fois qu'il a été effacé, la question, clairement inspiré par ses connaissances de l'anime Isekai, attire l'attention de tout le monde. Le professeur est un peu surpris, mais vraiment impressionné que le Ryo-Am connaît un tel détail. Malheureusement, il explique que cette caractéristique particulière est seulement censée exister dans les donjons situés dans les provinces du Sud. Celui à Lune ne propose malheureusement rien de tel. Emma se tourne vers notre garçon clairement impressionné et admet qu'il est surpris que Ryo savait tout ça, même dire, il mérite vraiment ce rang du lève tôt. Une fois que tout est en ordre, le professeur conduit la classe au bord du donjon, tout en leur donnant un peu d'histoire. Il explique comment toute la ville de Lu a été construite à l'origine, autour de ce donjon, et que toutes les quelques années, la population de monstres à l'intérieur gonfle de façon spectaculaire.
Ce phénomène est connu sous le nom de Great Tide Bore. Pendant ces temps, les créatures ont atteint la couche de surface. C'est pourquoi des doubles murs massifs ont été construits pour les empêcher de sortir et provoquer le chaos dans la ville. Hammond semble un peu inquiet, mais le professeur le rassure que l'alésage de marée ne se produit qu'une fois que toutes les quelques années. Et le prochain n'est pas attendu de sitôt. Donc il n'est pas nécessaire que les volants se soucient. À l'approche de l'entrée, le professeur souligne un compteur de guilde, stationné en plein début du donjon, et explique que chaque aventurier doit enregistrer son nom et l'heure d'entrée avant de se diriger. Rio remarque que sa colocataire a du mal, et lui dit de respirer profondément. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, le professeur informe les étudiants qu'ils, libres d'explorer par eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de monstre fort à proximité. Alors que notre duo avance, Rio sent soudainement un monstre, et dit à Hammond de se préparer, dire qu'il va le maintenir avec magie, pour qu'Hammond puisse frapper. Un instant plus tard, un soldat apparaît, et Rio explique rapidement que le moyen le plus simple de le faire face, c'est viser la base de son cou. Il simule alors une incantation, et tire 8 lances de glaçons. Épingler la créature en place, et donner à Hammond la chance idéale de le terminer, sans problème. Rio prend un moment pour expliquer comment extraire la magie pierre du corps du monstre. Et les deux reviennent après, pour célébrer leur première expédition, et une chasse réussie cette nuit-là. Les colocataires organisent une petite fête, où il les complimente pour avoir abattu une fourmi de soldats entiers lors de leur premier essai. Hammond admet humblement qu'il n'a réussi à le tuer, parce que Rio l'avait déjà immobilisé. Mais Rio le brosse avec désinvolture, et choisit de laisser Hammond prendre le crédit. Ito demande alors quels sont leurs plans pour le lendemain, et Hammond dit rapidement qu'il est prêt à retourner dans le donjon. Rio accepte de le rejoindre à nouveau, mais mentionne qu'il prévoit d'atteindre le 3e étage. Cette fois, le groupe commence à se demander pourquoi une fourmi soldat est apparue au 1er étage, quand il n'y a généralement que des monstres faibles, comme des chauves-souris autour. Mention qu'il y a eu plusieurs rapports de similaires observations sur les 1er et 2e étages, et ces derniers mois, ce qui fait la question de Rio, ce que les monstres plus forts font même là-bas. Juste alors, Abel fait une entrée flashy, et explique ce soldat, fourmi, peut réellement percer dans les étages supérieurs. Capable, alors correctement se présente aux colocataires de Rio, et se moque de Rio, revendiquant. Le gars a clairement de sérieux problèmes de personnalité. Leur demander de s'occuper de lui. Rio demande juste s'il est impatient de choisir un combat. Entre-temps, les amis de Rio reconnaissent Abel du Dragon Crimson, et presque mouillé leurs pantalons de la pression. Neil se lève droit, se présenter comme un E accent aigu P et Isan, et expliquer comment, en tant qu'aventurier classé F, il voit Abel comme un héros. Son honneur de lui serrer la main. Qu'Abel accepte humblement, tout en lui conseillant de travailler dur, mais dans les raisons raisonnables. Rio a alors demandé à Abel pourquoi il était si tard, poussé comme ça. Auquel Abel explique que la quête de son parti a fini par être plus longue que prévu. Juste alors la fête d'Abel se présente, et se plaint qu'il se relâche. Au lieu de se présenter à la guilde, Abel prétend il remplissait simplement son devoir de vétéran, pour guider les débutants. Lynn raconte alors le grand gars, Warren, pour traiter avec lui. Et Warren soulève Abel sur son épaule, et le transporte comme un poids mort. Lynn s'approche de notre garçon, et regarde directement dans ses yeux, avant de se retourner et de s'éloigner brutalement. Ria rapidement s'excuse pour la soudaine intrusion. Dire qu'ils avaient besoin de leur chef d'urgence, comme le cramoisi, la conduite de la conduite s'éloigne vers la réception. Ria commence à se disputer avec Lynn sur les manières de base, et lui dit d'arrêter de faire le tour, regardez des gars comme ça. Lynn répond que si Rio est vraiment ce Mage High-Five, alors comment pourrait-elle ne pas être intéressée par lui? Abel essaye d'agir cool, et raconte aux filles, ils vont bientôt assister à la puissance de son sauveur, mais l'équipe le ferme sur le coup. Le lendemain matin, Imen se lève tôt, et sprint pratiquement vers le donjon. Essayer de se porter avant même leur arrivée. Rio lui dit de ralentir un peu. Une fois à l'intérieur du donjon, les deux s'affrontent contre un groupe de loups, qu'ils éliminent sans trop de problèmes, et Hammond semble gagner en confiance. Pendant qu'il se repose, Rio souligne que le style de combat d'Hammond ressemble un peu à celle d'Abel. Amen dit qu'il l'a ramassé à quelqu'un, et que ce pourrait être un style de l'école Hugh. Bien qu'il ne soit pas trop sûr, Rio remonte son esprit, dire qu'il fera très bien une fois qu'il aura compris les choses, et même le compare à Abel. Amen note alors que Rio lui-même est assez qualifié avec l'épée, en dépit d'être magicien. Rio explique qu'il a eu la chance d'avoir un mentor, qui a pratiqué avec lui il y a longtemps, bien qu'il ne sache pas si son style est si commun. Il alors donne à la recrue quelques conseils pour rester cohérent, comme Abel et sur la façon de gérer son endurance, et Hammond semble excité par les conseils. Le lendemain, Rio prévoit de faire une pause dans le donjon et se dirige vers la bibliothèque, un endroit qui se sent vraiment là où il appartient. Le bibliothécaire le montre tout en donnant des conseils. Sur le point de commencer, alors que notre garçon sort à l'extérieur de l'obscurité soudaine l'entoure, et il se rend rapidement compte que c'est une éclipse. À droite, une puissante attaque de feu le frappe par derrière, mais Rio réagit rapidement et utilise son bouclier pour bloquer les dégâts. Un demi-humain apparaît et à en juger par le look, Rio croit que c'est un Akuma,
quelque chose qu'il a lu dans le recueil avancé. De retour dans sa cabane, il pense qu'elle est probablement à égalité avec un géant ou un griffin, et envisage de faire une course pour cela, mais l'Akuma attaque avant qu'il n'en ait l'occasion. Ryo gère assez bien au début, mais elle finit par le submerger. Elle semble impressionnée qu'il puisse gérer son Hellfire, mais ce qui la décroche est comment il a déplacé le lance du vent. Au lieu d'être empalé, à ce moment, elle remarque la robe qu'il porte du roi de la fée, et attire sa lame, décidant de tout faire. Ryo tire le sien et tient son terrain contre elle. Alors que l'éclipse s'estompe, leur combat devient intense, et Ryo est poussé dans une position défensive, juste pour l'éloigner. La femme a du mal à croire. Le roi de fée ferait confiance au garçon avec tout, y compris sa lame, et demande à savoir qui il est vraiment. Elle commence alors à lancer un sort de feu, mais avant qu'elle ne puisse même finir de le retirer, Ryo le ferme en utilisant sa magie de glace. Envoyer la dame dans une spirale. Alors qu'elle se demande comment il pourrait être aussi rapide, elle jette tout. Elle a commencé à essayer de faire mordre notre garçon la poussière, mais Ryo parvient à suivre, en tirant des frappes à l'épée, et les attaques magiques en même temps. Sa magie décroche enfin un coup solide. Brûler une partie de sa peau, et Ryo ne perd pas de temps, sautant dessus pour pousser dans la phase finale. Cependant, au moment où il se heurte à sa lame, il se rend compte qu'elle guérit à une vitesse ridicule. Et dans l'instant suivant, il se retrouve claqué directement dans un mur. Elle sort alors son sort de feu Ace, entièrement préparé pour y mettre fin, mais remarque soudain que l'eau éclaboussait partout. Le moment où une goutte atterrit sur elle, il s'avère que c'est brûlant chaud, et la douleur la fait crier à haute voix. Cela ne fait que ne alimenter sa rage. Mais juste comme elle est sur le point de revenir à notre garçon, elle s'arrête et dit qu'elle est à court de temps maintenant, avec l'éclipse presque terminée, et admet qu'elle ne se souvient même pas de la dernière fois qu'elle s'améliorait autant. Elle appelle notre garçon divertissant, bien que Ryo n'ait clairement pas intérêt à maintenir la conversation, rendant évident qu'il n'a pas apprécié une partie du combat. Elle se promène sur un cloître, étant un cas spécial, et se présente comme Léonore Iraka Albuquerque. Blabla. Avant de demander qui il est, notre garçon lui donne son nom et l'appelle un Akuma, qui attire son attention, alors qu'elle se demande comment un humain pourrait éventuellement les connaître. Elle se plaint qu'elle aurait dû le terminer, alors qu'elle avait le temps, alors admet que cela n'aurait probablement pas été possible, avec la limite de temps toujours en vigueur. Alors qu'elle se tourne pour partir, elle insiste sur le fait qu'ils se retrouveront, alors que Ryo espère silencieusement que leurs chemins ne se croisent plus jamais. Elle lance un dernier défi à sa façon, réclamer sa vie qui lui appartient maintenant, et il n'est pas autorisé à mourir par la main de quelqu'un d'autre, promettant qu'elle reviendra encore plus fort. Ryo laisse échapper un soupir, et se rend compte que si ce n'était pas pour la robe, il y aurait un trou dans son épaule gauche maintenant. Avec sa tête battant, il décide de ramasser quelques livres de la bibliothèque. Après avoir retiré de l'argent, quand il vérifie son compte, il trouve une fortune assise là, et merveille. Combien il a gagné des pierres de Wyvern. Soulagé que l'argent ne sera plus un problème, il rentre chez lui seulement pour trouver l'endroit vide. Alors qu'il se dirige vers la fenêtre, il voit ses amis en embuscade par le putain de gars, et son parti Dan commence à se disputer avec les amis de Ryo. Demande si les monstres sont censés annoncer leurs attaques, au préalable, et Ryo se retourne, se demandant si Dan est réellement prêt à subir le même sort. On n'a rien de temps, Ryo élimine tout le tas, les frapper fort, assez pour leur donner envie de pleurer pour leur maman. Il se tourne ensuite vers son ami prêtre, et lui tend une potion d'abord, afin qu'il puisse aider les autres à récupérer plus tard. En prenant un bain, Edo commence à guérir Ryo et se merde, qui pourrait éventuellement avoir la force de nouer un coup comme ça, sur quelqu'un aussi dur. Quand tous ses copains demandent qui c'était, Ryo se reproche, et dit qu'il leur dira un autre jour. Il se souvient comment Seonora Iraka, le personnage d'Elbuchel, a mentionné quelque chose à propos de nous. Ce qui signifie clairement qu'il y en a plus comme elle, mais pour l'instant Ryo décide de ne pas stresser son petit cerveau, avec toute cette pensée lourde, et se détend simplement dans le bain chaud. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je te verrai la prochaine fois.